Bonjour et bienvenue à tous et à tous à ce webinaire sur le design et le genre. Merci de nous rejoindre. Il s'agit de notre troisième webinaire organisé par la UX Academy et d'autres sur l'éducation et la FinTech sont prévus dans les mois à venir. Gloria va nous en dire plus dans les prochaines slides. Pour ce webinaire, nous sommes heureux de collaborer avec notre partenaire Pixel, qui est une communauté dédiée à la promotion et à la mise en valeur des femmes dans les industries créatives, culturelles et de partager le micro avec nos excellentes intervenantes qui apporteront leur expérience et leur expertise à la conversation. Alors, quelques mots d'introduction pour vous présenter les intervenantes. Je commence par moi. Je me nomme Oulimata Sen, je suis sociologue du travail et des organisations. Je suis spécialisée en genre et innovation et chercheuse en expérience utilisateur basée à Dakar au Sénégal. J'ai été amenée récemment à jouer le rôle de responsable genre au sein de UX, où je me concentre sur le développement et l'expertise et la connaissance concernant le genre et le design. Je travaille comme chercheuse chez UX depuis 2020 et j'ai eu l'occasion de travailler sur différents projets avec des thématiques aussi différentes à travers le continent. Et je suis heureuse de partager avec vous aujourd'hui les expériences et les connaissances que j'ai pu accumuler au cours de ces dernières années. Nous sommes également impatients d'apprendre de vous pendant les différentes sessions de questions et de réponses. À présent, je laisse la parole à nos intervenants pour qu'elles se présentent. Madame Wama, à vous. Merci Oulimat, merci à UX Academy et à son partenaire Pixel. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous avoir sur ce webinaire. Je suis Ella Wama Amara, juriste, socio-anthropologue, experte en genre et gestion des projets de développement. Je suis en même temps la directrice pays de la Fondation Batonga au Bénin et la directrice globale du plaidoyer manager de l'initiative Nous Voix Compte, qui regroupe 22 pays francophones d'Afrique dans le cadre du forum Génération Égalité. Je suis heureuse de prendre part à ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, Madame Mariama. Madame Elaoma, pardon. Mariama, tu veux te présenter? Bonjour à tout le monde, je m'appelle Maria Mandai et je suis très heureuse de venir ici aujourd'hui. Et maintenant, je suis le responsable de design au MIT GovLab. C'est un petit lab dans MIT sur la recherche des innovations avec des municipalités. Mon expérience, c'est une consultation avec le secteur public. Maintenant, chez Bloomberg Associates, c'est aussi une Fulbright. Je suis très contente aujourd'hui de parler avec tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Mariam. Alors, nous allons passer à l'ordre du jour. Pour la première partie de ce webinaire, nous aborderons le thème une précision conceptuelle en genre qui sera présentée par Madame Ella Wama. Ensuite, nous allons présenter une étude de cas sur le HID basée sur les violences, sur le HID en relation avec les violences basées sur le genre, qui sera développée par Mariama. Après cela, je partagerai l'importance d'une analyse de genre dans le Human-Centered Design et enfin, partagerai aussi des tips et outils pratiques que vous pourrez utiliser dans le cadre d'une conception intégrant le genre. Nous partagerons aussi à la fin de cette présentation-là quelques ressources qui pourront vous être utiles dans le cadre de la conception basée sur le genre. Alors, avant de commencer, je voudrais rappeler quelques règles de bienséance. Nous vous demandons de bien vouloir couper le son de votre micro pour éviter toute interruption. Nous aimerions également être très interactifs avec vous. Si à un moment quelconque de la conversation, vous avez des questions ou des ressources, vous pouvez les poser ou les présenter dans le chat. Ma collègue Gloria et Marilyn surveilleront la section de chat pour répondre aux questions au fur et à mesure que nous avançons ou juste highlighter les questions que vous posez dans le chat. Idéalement, toute autre personne de UX ou de Pixel peut également partager des informations. Madame Elaoma et Mariam aussi pourront le faire.
À présent, je laisse la parole à la directrice de YOUX Academy, Gloria, qui va présenter l'agence YOUX, l'académie très rapidement. Gloria, le micro est à toi. Merci. Merci beaucoup, Ouli, pour ton intro. Moi, je suis Gloria, lead de la YOUS Academy, et je prends la parole quelques minutes pour vous présenter YOUS et son académie. Alors, à YOUS, nous avons une vision commune. C'est celle de rendre le design et la recherche accessibles sur le continent africain. Et donc, c'est autour de cette vision commune que nous avons bâti nos process qui tiennent compte des besoins, des cultures et de l'identité des personnes sur le continent africain. Slide suivante, oui. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez que l'aventure de YOUS a commencé en 2016. Et au fil des années, nous avons bâti une grande communauté de pionniers, une communauté panafricaine qui compte une quarantaine d'employés à plein temps un peu partout sur le continent. Donc, vous avez Accra, Dakar, Nairobi, Cotonou, Kigali, etc. Et nous travaillons avec de grandes organisations technologiques telles que Google, Wikimedia et Meta, mais aussi et surtout, nous gardons à cœur de travailler avec les startups locales telles que API Afrique, avec le lancement de l'application WhereWe. Et à YOUS, nous croyons beaucoup au potentiel des solutions locales. Et donc, nous gardons à cœur de collaborer avec les entreprises locales également. Je peux passer à la slide suivante, oui. Et l'académie. L'académie, c'est quoi? C'est essentiellement 3 volets. C'est de la formation, c'est de la communauté, donc la fédération d'une communauté autour des activités de YOUS et de la YOUS Academy. Mais c'est également le partage de ressources. C'est d'ailleurs ce qui nous réunit cet après-midi autour de ce webinaire pour pouvoir partager les ressources dans le genre et le design. Et donc, nous sommes très attachés à la création de partenariats, à la collaboration et au partage de connaissances sur nos expériences que nous avons acquises au fur et à mesure de nos travaux, de nos case studies. Et donc, c'est dans cet esprit que nous avons initié cette année une série de webinaires. Slide suivante, oui. Donc, nous avons eu le webinaire sur le design et l'agritech. Là, nous avons le webinaire sur le genre et le design. Le mois prochain, nous aurons le webinaire sur le design et l'éducation. Et nous avons plusieurs activités qui arrivent jusqu'au mois d'octobre où vous aurez la cohorte en français sur le UX Research ouvert uniquement aux femmes. Je précise que nous venons de finir une cohorte en anglais sur le UX Research qui était ouvert à tout le monde. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous. Je pense que j'ai globalement présenté la YOUS Academy et YOUS. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à interagir avec nous et nous sommes là pour partager. Merci à tous. Ouli, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Gloria. Merci pour cette présentation. Madame Wama, la parole est à vous pour la première partie de ce webinaire. Merci beaucoup. Je dois préciser que ça ne va pas être comme une formation académique, mais que ça va être des partages. Ça va être des partages par rapport à certaines notions qu'il est important de repréciser dans le cadre de ce webinaire. C'est vous qui projetez ou vous avez la présentation? Oui. OK. Je peux avancer? Dites-moi juste next et je vais avancer au fur et à mesure.
D'accord, on peut y aller. D'accord. Oui. Alors, avant de commencer, pour rendre cet échange interactif, Mhm. on avait une question pour les participants pour qu'elles puissent interagir avec nous dans le chat. Mhm. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui différencie le sexe du genre? Et vous pouvez répondre dans le chat et mes collègues Gloria et Marilyn vont suivre vos réponses. Alors, Madame Omar, je vous Merci remets. beaucoup. Il est très important qu'on puisse faire cette différence parce que lorsqu'on parle du genre, beaucoup ont tendance à dire, ah, le genre, c'est les femmes. Le genre, c'est leur affaire d'émancipation. Le genre, ça ne nous concerne pas. En réalité, le genre, on l'a tous appris à l'école, c'est masculin, c'est féminin. Le genre est le nombre d'un mot ou d'une expression. Mais dans notre contexte ici, on va faire la différence entre le genre et le sexe et préciser simplement que tout ce qui est biologique relève du sexe. Donc, vous naîtrez avec des chromosomes XX ou XY selon que vous êtes un homme ou une femme. Vous naîtrez avec un appareil génital qui peut porter la vie selon que vous êtes un homme ou selon que vous êtes une femme. Aussi vrai que la science est science jusqu'à ce jour. Et tout ce qui est biologique est immuable, c'est universel. On peut le retrouver au Sénégal. Un homme au Sénégal aura des spermatozoïdes comme un homme en Arabie Saoudite ou un homme en Afrique du Sud. Et l'on naît avec cela. C'est tout naturel. En dehors de ce qui est biologique, rien d'autre n'est naturel. Il n'est pas naturel de dire, oh, les femmes, elles sont nées bavardes. Les femmes, elles sont nées paresseuses. Les femmes, elles ont toujours été comme ça. Ça relève du genre, du domaine du genre. Donc, tout ce qui n'est pas du sexe, qui n'est pas biologique, est sociologique. Cela veut dire que ça diffère d'une société à une autre. Si vous venez chez moi au Bénin, selon que vous serez au nord ou au sud, voir un homme porter pagne sera signe de scandale ou sera signe de royauté. Lorsque vous êtes dans le centre de mon pays, un roi noue un gros pagne. Mais lorsque vous êtes au nord, il est scandaleux de voir un homme porter un pagne. C'est ça, c'est biologique, tous les rôles de genre que la société nous a inculqués en disant c'est aux femmes de prendre soin des bébés, c'est aux femmes de faire la cuisine, c'est aux femmes d'être dans les métiers de care, de prendre soin de la famille, dans les métiers qui ne demandent pas des efforts, dans les métiers relatifs à l'accueil, aux soins des personnes. Ça, c'est réservé aux femmes, ça a toujours été le domaine des femmes, ce n'est pas ça, c'est purement sociologique. Et à partir du moment où un concept est sociologique, cela veut dire qu'il est évolutif. Il y a 60 ans, envoyer les filles à l'école était très, très difficile. Aujourd'hui, on a de plus en plus de filles et de femmes dans beaucoup de domaines de la science où on ne les retrouvait pas. C'est du construit. C'est parce qu'on a évolué dans une société qui nous a appris qu'en tant que femme, on devrait bien se comporter, on devrait parler doucement, on devrait être encline à pleurer, on devrait être, en tant qu'homme, un homme, c'est fort, un homme, ça bande les muscles, un homme, ça ne pleure pas devant les femmes, un homme, ça ne parle pas beaucoup. Tout cela est du domaine du construit et c'est purement culturel. Ce n'est pas pareil selon qu'on serait au Sénégal, en Chine ou en Amérique latine. Donc, le genre, en réalité, n'a pas de sexe. Et le genre, c'est un rôle, la séparation de rôles que la société attribue aux hommes ou aux femmes selon qu'on est justement homme ou femme. Sinon, le genre n'a pas de sexe, pour dire simplement que tout ce qui n'est pas du biologique, comme porter une grossesse, comme avoir des gamètes pour enceinter une femme, tout ce qui n'est donc pas du domaine du sexe, du biologique, est du domaine du sociologique et peut être aussi bien accompli par les hommes que par les femmes. Suivante.
Demande à la fiche. Oui, c'est bon. Chef. La deuxième chose qu'il faut comprendre, qu'il faut bien cerner pour comprendre un peu nos contextes sociologiques, ce sont les stéréotypes de genre. Vous verrez, lorsqu'on fait le trousseau de naissance d'une fille, on le fait en rose. Quand c'est un garçon, c'est en bleu. Lorsqu'on achète des jouets au garçon, on lui achètera un fusil pendant qu'on donnera une poupée à la fille, on donnera un fusil au garçon. Donc, ces stéréotypes de genre, c'est ce que la croyance nous a mis dans la tête. C'est des croyances que certaines aptitudes ou certains traits de personnalité sont spécifiques aux hommes ou sont spécifiques aux femmes, et cela dès la naissance. Jouer au football, c'est tout naturel pour un garçon. Ça, c'est un stéréotype de genre parce que ça ne demande pas d'avoir forcément une paire de gonades entre ses jambes pour pouvoir jouer au football. On vous dira faire la cuisine, balayer la maison, c'est un travail de femme, comme si la propriété demandait autre chose que d'avoir un cerveau et deux mains. Donc, on parle de stéréotypes de genre justement quand il y a ces stéréotypes portent sur les différences de comportement. Une femme, ça doit porter un habit long. Une femme, ça n'expose pas ses parties génitales. Une femme, ça ne joue pas ça ne fait pas la lutte. Une femme doit. Et aussi bien les hommes que les femmes, parce qu'on a aujourd'hui des hommes à qui on a appris à être forts, qui finissent par craquer parce qu'on dit un homme n'exprime pas ses émotions, un homme ne pleure pas, un homme doit toujours montrer qu'il est fort, et même lorsque l'homme souffre, il ne peut pas s'extérioriser de la même manière. Une femme qui est courageuse, une femme qui a du talent, une femme qui a du potentiel, on dira mais elle est un homme. Vous entendez souvent dire ah mais tu conduis comme un homme, comme si bien conduire était seulement la chasse gardée des hommes. À toi là, tu pleures comme une femme, comme si le fait que les larmes coulent n'était pas un signe biologique, mais que c'était lié au fait d'être femme ou d'être un homme. Et il est impératif aujourd'hui qu'on puisse déconstruire beaucoup de ces stéréotypes, parce qu'on a fait de ces stéréotypes des mythes. Des mythes. On dit chez nous, depuis les temps anciens, c'est comme ça. Une femme n'achète pas une parcelle de terre, une femme ne construit pas une maison. Chez nous, une femme doit aller en mariage vierge. C'est ces stéréotypes qu'on a construits au fil des années qui expliquent les inégalités de genre que nous véhiculons d'une génération à une autre, et qu'il est important de déconstruire par l'éducation, de montrer aux garçons et aux femmes que les sentiments n'ont rien à voir, le ressenti d'une personne humaine n'a rien à voir avec son sexe, que les droits d'une personne humaine, ça n'a rien à voir avec son sexe. Les droits sont des droits de la personne humaine, qu'elle soit homme ou qu'elle soit femme. Il est important qu'on reparte dans nos traditions en tant qu'Africaines et Africains pour choisir ce qui constitue des valeurs et rejeter ce qui constitue des fardeaux pour nous. Vous entendrez souvent dire « Ah, mais c'est comme ça chez nous, depuis les ancêtres, c'est comme ça qu'on fait, on ne peut pas faire autrement. » Je dis « Ok, depuis le temps des ancêtres, les ancêtres, ils allaient à dos de chameau ou ils allaient à pied. Aujourd'hui, vous voulez être dans des Range Rover, vous voulez être dans des Highlander, vous voulez utiliser des iPhones, mais quand il s'agit de faire évoluer les stéréotypes de gens en faveur de l'égalité, vous nous ramenez à Mathusalem. Il est vraiment impératif qu'on prenne l'habitude, chacun et chacune, d'expliquer, d'éduquer les autres, d'éduquer nos pères, d'éduquer les jeunes générations pour leur faire comprendre que conduire un camion n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou d'être une femme. Il suffit juste qu'on l'apprenne. Une femme peut conduire un avion. Le talent n'a pas de sexe. Le talent n'a pas de sexe, la connaissance n'a pas de sexe. Slide suivante. Et avant de finir cette slide, je voudrais rappeler que les stéréotypes de genre, nous les retrouvons partout. Nous les retrouvons dans les livres,
nous les retrouvons dans le design surtout, et c'est pour cela que je salue ce webinaire. Nous les retrouvons dans les designs, nous les retrouvons dans les magazines, nous les retrouvons dans la publicité, nous les retrouvons partout chaque jour. On a des robes pour les filles et même les femmes qui portent des pantalons, on vous dira ce type de pantalon c'est pour les femmes, cet autre type de pantalon c'est pour les hommes. Quand vous regardez la publicité, c'est plus la nudité des femmes qui est exposée et moins celle des hommes parce que si vous voulez avoir beaucoup de vues ou de clientèle, il faut exposer les parties intimes des femmes et pas des hommes. Regardez dans la musique, dans les clips, vous verrez que les stéréotypes de genre, on les retrouve partout. Il y a lieu de faire la différence quand on parle d'égalité, quand on parle d'équité. Aujourd'hui, nous parlons plus d'inclusion. L'égalité, c'est de mettre tout le monde sur le même pied. Et cette image est assez illustrative. Vous prenez une girafe, vous prenez un singe, vous prenez un éléphant et vous leur dites à tous trois d'aller vous cueillir des fruits sur un arbre. Ce n'est pas égalitaire. Lorsque vous mettez tout le monde sur le même piédestal sans tenir compte des spécificités, des besoins, des particularités, vous n'êtes pas, c'est de l'égalité, mais c'est inéquitable. Donc, l'inéquité, c'est l'équité, justement, c'est de compenser l'inégalité en tenant compte des spécificités de chaque individu dans la société. Et c'est là où nous en arrivons à faire de la discrimination positive en faveur des couches qui sont discriminées. Ça peut être les personnes porteuses de handicap, ça peut être les femmes généralement, ça peut être des populations marginalisées. Et l'inclusion, tout simplement, c'est de faire disparaître ce qui crée les inégalités de genre. Au lieu d'être en train de chercher l'équilibre entre l'inéquité et l'inégalité, il faut aller aujourd'hui à l'inclusion qui nous permet de détruire les barrières, de lever ce qui crée l'inégalité. La discrimination, c'est ce fait de faire des distinctions ou d'afficher des stéréotypes à une personne selon sa race. Donc, on parle de discrimination raciale selon son sexe. Selon que vous êtes une femme ou un homme, vous pourrez avoir facilement accès à telle sphère ou à telle autre, selon son identité, son expression de genre, selon même sa situation de grossesse, selon sa nationalité, selon les conditions physiques, sociales de la personne. Cela, c'est la discrimination. Et cette discrimination, on la retrouve aussi dans le design. Lorsque vous prenez une affiche, par exemple, qui est illustrative de force, vous verrez plus d'images d'hommes qui manifestent la force que d'images de femmes en train de faire des travaux de force. Et ce que nous devons retenir, c'est que tant que ce n'est pas juste, ce n'est pas acceptable, l'inégalité est simplement inacceptable. Il ne faut pas voir l'autre à travers cette inégalité. Il faut penser à soi, il faut penser aux générations futures. Si nous faisons subir aujourd'hui l'inégalité à des femmes parce qu'on est confortable dans le fauteuil patriarcal, pensons demain à nos filles et à nos sœurs. Quel monde nous voulons pour eux? Et nous ne devons pas être complaisants avec l'inégalité, mais nous devons la combattre sous toutes ses formes, tous les jours et tant qu'il le faudra. Un autre élément que nous devons prendre en compte, c'est le langage inclusif. Nous parlons français et nous avons tendance à penser que le masculin en français est inclusif. Non, le masculin en français n'est pas inclusif. Si vous venez, vous me dites bonjour à tous, je ne répondrai pas parce que je ne suis pas tous, je suis toutes. Si vous venez que vous me parlez des droits de l'homme, je ne me sens pas concernée parce que je ne suis pas un homme, je suis une femme. Mais si vous parlez des droits humains, vous me retrouvez dedans. En anglais, c'est différent. En allemand, c'est différent. En français, nous avons le masculin, nous avons le féminin et nous avons le neutre. Mais le patriarcat a masculinisé le langage pour invisibiliser les femmes. Et nous portons cette tare-là qui est source de toutes les discriminations. Parce qu'on a parlé des droits humains, des droits de l'homme, les hommes se sont arrogés justement tous les droits en oubliant que les droits de la femme sont aussi des droits humains. Donc, à travers le langage, vous savez, véhicule la culture de chaque société, comment la société voit la vie des citoyens et des citoyennes. On le véhicule beaucoup à travers
l'expression à travers le langage que nous utilisons. Et en utilisant le langage masculin, parce que c'est plus simple pour nous de dire tous, plutôt que de dire toutes et tous, c'est simple, c'est facile, mais c'est lourd, c'est porteur d'injustice, et c'est cela qui favorise toutes les violences basées sur le genre. Les violences faites aux femmes retrouvent leur origine dans le langage que nous utilisons, dans la façon dont nous désignons les choses. Si vous me parlez des producteurs, si vous me parlez des travailleurs et les travailleuses, vous les mettez où? Et les productrices, vous les mettez où? Si vous englobez pour me parler des commerçants et les commerçantes, cela veut dire que tout ce capital-là que les femmes apportent, tout cet effort, tout ce travail qu'elles font est simplement relégué au second plan et c'est zéro. Vous allez me parler des enseignants sans me parler des enseignantes, des infirmiers sans me parler des infirmières. Et vous savez, je raconte souvent cette petite histoire d'un monsieur qui a eu un accident de circulation. Il était avec son enfant dans le véhicule. Et le monsieur, il est décédé, mais l'enfant était encore survivant. Il fallait opérer ce monsieur. On appelle le docteur qui vient et constate qu'elle dit, pour raison d'éthique, le docteur dit, pour raison d'éthique, je ne peux pas opérer cet enfant parce que cet enfant est mon enfant. Et je pose souvent la question à l'auditoire, je dis, qui était donc le docteur? On me dit, le docteur, ça dit que c'est le vrai père de l'enfant, celui qui est décédé n'était sûrement pas son père. La femme doit avoir trompé le mari simplement parce que vous avez dit le docteur. Si vous aviez dit la docteur, on aurait compris que un enfant qui perd son père, il y a de l'autre côté sa mère. Donc, le langage est la base de beaucoup de discrimination. On doit retenir et faire des mises à jour dans notre langage et savoir que le masculin générique n'est pas inclusif en français, il invisibilise les femmes et en tant que femme, nous n'acceptons plus d'être invisibilisés. Donc, lorsque vous me parlez au masculin, je ne me sens pas concernée par ce que vous dites. Une autre aberration que nous retrouvons de plus en plus, c'est le mansplaining. Lorsque vous êtes à une réunion, qu'on pose une question et qu'une femme dit j'ai pas bien compris, il y a toujours un homme qui croit que c'est lui qui a compris mieux que la femme, et souvent de manière condescendante ou paternaliste, il veut expliquer à la femme des choses parfois qu'elle sait déjà. Ça aussi, on le retrouve dans le langage et ce n'est pas acceptable parce que c'est source de discrimination. Prochaine slide. Une notion qu'il est importante pour nous de comprendre, c'est le féminisme. Une notion qu'on a suffisamment dénaturée. Dès que vous parlez de féminisme, on se braque parce qu'on parle que vous parlez de féminin. Le féminisme n'a rien à voir avec le féminin. C'est vrai que le féminisme a été porté à ses débuts par des femmes, mais il y a beaucoup d'hommes, et je les appelle les hommes normaux, parce qu'un homme normal comprend qu'il est logique d'avoir une société équitable. Donc, il y a beaucoup d'hommes normaux qui ont compris la nécessité de travailler pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, le féminisme, c'est un ensemble de mouvements sociopolitiques, culturels, mais qui ont un seul but, c'est atteindre l'égalité entre les gens dans toutes les sphères de la vie, simplement pour une société plus juste, plus heureuse et plus prospère. Aujourd'hui, le féminisme se veut intersectionnel, c'est-à-dire prend en compte les diversités et les besoins spécifiques de toutes ces couches défavorisées. Lorsque nous prenons des femmes, une femme qui est à Dakar n'a pas les mêmes problèmes qu'une femme qui est à Louga. Une femme qui est une citadine n'a pas le même problème qu'une femme rurale. Déjà, nous avons des problèmes en tant que femmes, nous avons des problèmes en tant que femmes noires, nous avons des problèmes. En plus, lorsque nous sommes soit une femme en milieu rural, une femme divorcée, une femme non mariée, une femme célibataire, il y a différents fardeaux, on a différents fardeaux que nous portons. Donc, le féminisme aujourd'hui se veut plus intersectionnel. Et lorsque nous parlons du féminisme, c'est plus
faire la promotion des droits des filles et des femmes soutenue par la masculinité positive. Le féminisme ne s'oppose pas aux hommes. Le féminisme s'oppose à la notion de dominance. Le féminisme prône une solution égale, une société égalitaire, donc une société où il n'y a pas les femmes dominées par les hommes, ni les hommes dominés par les femmes. Le féminisme ne prône pas l'affrontement entre les hommes et les femmes ou une rivalité entre les hommes et les femmes, mais une complémentarité. Il est important qu'on comprenne cela et lorsqu'on a compris cela, on comprend la nécessité pour tout homme de qualité de prôner l'égalité parce que plus de droits pour les hommes, ce n'est pas moins de droits pour plus de droits pour les femmes, c'est pas moins de droits pour les hommes. Ce n'est pas comme une pizza où on craindrait que si Mariama prend sa part, ou Limat en aurait moins, ou que Gloria en aurait moins. Ce n'est pas cela. Renforcer le droit, promouvoir les droits des femmes ne diminue pas les droits des hommes. Au contraire, ça conforte ces droits-là parce que la société sera plus prospère, les foyers seront plus heureux. Il est important que les hommes comprennent que le féminisme combat l'idée de dominance. Pas la dominance des hommes sur les femmes uniquement, mais la dominance, cette hiérarchisation dans la société en se disant, en tant que personne humaine, nous avons toutes et tous les mêmes droits et qu'il faille qu'on reste sur les mêmes paliers pour être complémentaires, pour être solidaires. Et la masculinité positive soutient le féminisme et tout homme de valeur, tout homme de qualité devrait se déclarer féministe, pas féminin, mais féministe. Dans sa masculinité, il prône la promotion des droits des femmes parce que s'il y a une chose qui est certaine dans la vie, c'est qu'un homme a eu besoin d'une femme à un moment donné de sa vie pour naître. Il n'y a pas cet homme qui dit « Moi, je n'ai jamais eu besoin d'une femme dans ma vie. Au moins, on a eu besoin d'une femme pour naître. » Donc, un homme qui respecte sa mère, un homme qui respecte ses filles ou ses sœurs, se doit de promouvoir les droits des femmes. Prochaine slide. Pour revenir au genre et au design, comme je l'avais dit, le design peut, dans une société, promouvoir les droits des femmes ou les détruire. Le levier le plus sensible dans une société, c'est justement ce maillon-là qui semble être pas bien perçu, mais qui est essentiel dans la promotion des droits des femmes, c'est le design. Parce que les stéréotypes de genre vont se retrouver véhiculés par le design. Donc, le design joue aujourd'hui un rôle essentiel dans la déconstruction des mythes et dans la décolonisation de l'approche féministe africaine. Il y a lieu de mettre à jour les curricula de formation dans le design et j'étais heureuse d'entendre tout à l'heure l'une de l'équipe, je pense que c'est Oulimat, qui disait qu'elle est en charge du genre au sein de Youth Academy. C'est très, très important. J'ai été tellement heureuse de le savoir. C'est important d'avoir ce regard du genre, de l'intégration du genre dans le design, dans toutes les spécificités, les spécialités du design pour aller vers la neutralité, vers un design, je dirais, épicène, un design inclusif, un design où les hommes et les femmes se retrouvent à leur juste valeur. Le design, pour moi, dans notre société aujourd'hui et surtout avec le développement de la technologie, peut accélérer la réduction des inégalités de genre ou au contraire les accroître. Nous avons vu naître des violences numériques avec la promotion des outils du TIC. Nous avons vu, il y a eu des études sociologiques qui ont démontré que 90% des victimes de violences numériques étaient les filles et les femmes. Nous avons vu naître des violences qui ne touchaient que les femmes. Si vous postez une vidéo de la nudité d'un homme, personne ne regarde. Postez la nudité d'une fillette. Tout le monde veut regarder. Vous avez même des photos ou des vidéos d'une femme qui a été victime d'agression physique.
Lorsque vous postez avec des parties de son corps, des parties intimes de son corps, cette vidéo devient virale. Non pas parce qu'on a envie de relayer le drame qui arrive à cette femme, mais parce qu'on a envie de regarder la nudité d'une femme. Parce qu'on a envie de regarder la nudité d'une femme, parce qu'on a envie de ces histoires de violences sexistes qui sont croustillantes. Et lorsque vous écoutez même le récit qui en est fait, vous comprenez. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un féminicide, c'est classé où? Dans la presse, c'est un fait divers. Comme si la vie des femmes était simplement banale. On accorderait plus de temps dans un magazine à relater un match de football qu'à relater la situation qui a conduit à un féminicide. C'est montrer donc la place qu'on accorde à la vie des femmes dans les magazines, dans tout ce qui touche au design, à la communication aujourd'hui. Lorsque vous avez une femme qui a du talent, qui est promue, qu'est-ce qu'on dira? Ah, elle aime trop se faire voir, hein? Et tout de suite, on ira chercher des poux dans sa vie privée pour venir l'exposer. Lorsque c'est un homme, ah ben, le gars, c'est un brave, c'est un caviar, c'est un 10. Voilà un peu comment tout ce qui touche à la com, tout ce qui est design globalement, peut réduire les inégalités de genre ou au contraire les accentuer. Et le design est un outil essentiel de plaidoyer pour l'égalité de genre. Et si toutes les académies de design avaient compris ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, je pense que les féministes, les activistes féministes que nous sommes, nous pourrions aller vers nos champs de roses. C'est un outil puissant de plaidoyer pour l'égalité des genres. Parce qu'une image, elle vaut 1000 mots. Et selon qu'elle est égalitaire ou inéquitable, elle permet dans la société de continuer à véhiculer, à faire le lit aux inégalités de genre ou au contraire à les déconstruire. Le design véhicule la culture de chaque société. Choisissons donc un design qui favorise l'inclusion et l'égalité des genres. Très, très, très intéressant, Madame Ella Wama. Je pense qu'on pourrait passer toute la journée à donner des exemples d'inégalité de genre. Mais on va avancer un peu. On est un peu rattrapé par le temps. Merci beaucoup pour cette brillante intervention qui va nous permettre de situer le problème, de poser le problème, mais aussi de faire la différence entre genre et sexe et pourquoi il est important de prendre en compte ces notions-là quand on parle de design. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va passer à la deuxième partie et cette fois-ci, je vais laisser la parole à Mariama qui va nous présenter un projet axé Human-Centered Design et qui traite de problématiques de genre, des violences basées sur le genre. Mariama, over to you. Hey, bonjour, over to you. OK, c'est bien le matin. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Mariama. Je suis sénégalaise américaine. Mon français n'est pas très, très bien, mais je vais essayer. Avant, je travaillais à Bloomberg Associates. C'est une société de conseil qui travaille gratuitement avec les gouvernements municipaux du monde entier. Et aujourd'hui, je veux parler dans un projet avec la ville de Lima. Prochaine, s'il te plaît. Pour nous avons parlé de violence. C'est pas juste la violence physique ou sexuelle, c'est aussi la violence monétaire et verbale. Et dans Lima, 60% des femmes de Lima ont subi formes de violence dans leur vie. Prochaine. Nous savons à quel point il est important de parler aux gens de leur expérience et dans les moyens de HCD. Mais ça, c'est c'est pas normal dans l'espace du gouvernement. Dans le gouvernement municipal, il fonctionne souvent que la vie va créer une idée et peut-être qu'ils incluront les gens pendant les dernières étapes pour ne pas inclure les gens du tout. Mais pour moi, c'est très important d'avoir des gens, des femmes qui sont les victimes de violence, d'avoir une part de ce projet.
So, nous avons lancé une campagne de la fonction publique pour prévenir les violences basées sur le genre à Lima. Et donc, ces images, c'est des behind the scenes photos avec le maire de Lima, c'est les hommes qui sont là-bas. Et pour nous, c'est pendant la COVID-19. Je pense que c'est le 22, février le 22. C'est juste au début de la pandémie. Et ces conversations n'ont pas eu lieu du tout parce que tout le monde était en état de crise. Mais je me suis assurée que la HCD était une partie essentielle de notre travail. Sinon, nous créons quelque chose qui ne sera pas utile du tout. La prochaine. Pour créer ce projet, nous avons les entretiens avec 300 membres de Defensoras Comunitarias. C'est les femmes qui sont toutes volontaires, qui sont c'est les affaires de genre, les affaires de violence, c'est très important. So, nous avons les entretiens avec en Zoom, en téléphone, parce que c'est mars de 2020. Et des gens qui font les recherches savent beaucoup que c'est très difficile de faire des entretiens avec Zoom. C'est très différent de en personne, mais nous faisons. So, on trouve quelques trucs dans les entretiens. Le premier, c'est le système juridique n'était pas en place pour aider les femmes et elles avaient donc besoin de quelqu'un pour les conseiller et les défendre tout au long du processus. Ce n'est pas juste que nous avons une image ou un nombre. Il faut que vous avez une équipe qui peut défendre et conseiller les femmes. Deuxième chose, beaucoup de femmes ne considéraient pas la violence comme de la violence. Alors, il fallait normaliser ce qu'est la violence. Et j'avais beaucoup de femmes, j'ai beaucoup des amis qui sont au Sénégal, c'est presque la même chose. C'est la violence sexuelle, et maintenant c'est la violence physique, mais il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui disent que c'est pas violent, c'est juste le moyen il faut que je fasse ça avec mon mari. Ça, c'est pas normal. Les affaires monétaires, le moyen que les femmes ne peuvent pas travailler et les hommes, il faut que l'homme travaille pour tous et sans discussion. Ça, c'est un point fort de violence. Troisième chose, c'est les femmes ne savaient pas vers qui se tournaient et étaient coincées dans le ménage pendant la COVID-19. Ou la seule façon pour elles de sortir était d'aller à l'épicerie. So, beaucoup de gens sont dans la maison. C'est difficile d'appeler quelqu'un. C'est OK, je suis dans un espace dangereux. Et le seul moyen qu'avait d'aider, c'est pour sortir. Et le moyen de sortir, c'est pour aller à l'épicerie. So, il a été collectivement soulevé parmi les femmes dans les entretiens pour créer une campagne pour les femmes et conçue par les femmes. La prochaine. Voici les affiches qui ont été créées. Les femmes pensaient qu'il était très important que ces affiches reflètent les femmes puissantes et s'adressaient également aux différentes personnes qui pourraient agir pour soutenir une victime. Ça, c'est le maire, les amis, et aussi à leurs alliés masculins, sur les hommes aussi. C'était pendant le COVID-19, alors vous voyez aussi des masques partaient dans la prochaine slide. So, ici, c'est très important d'avoir les gens qui travaillent pour la municipalité, les femmes qui sont plus âgées, qui sont moins âgées. Et le but des affiches, les avoir un numéro ici pour appeler les Defensoras Comunitarias. Et les femmes qui sont dans les villes autour de Lima, et les gens ne savaient pas comment de trouver cette femme. So, ici, dans la prochaine,
nous voyons les placements. Il y a 96 de sorties de placement à domicile. Ce arrêt d'autobus, centres commerciaux, l'aéroport, station de tramway. Et ensuite, nous avons 7 stations de radio. En Lima, le premier moyen de les gens utilisent voient les informations, c'est dans la radio. En New York, c'est pas comme ça. Tout le monde n'utilise pas la radio, mais en Pérou, c'est très important. Nous avons utilisé les moyens que les femmes utilisent les informations. Et pour nous, c'est dans les bus, dans les centres commerciaux, et d'avoir beaucoup des images. Et pour nous savons que COVID, c'est très difficile en mars 2022, mais en novembre, peut-être les gens peuvent travailler, pour voyager, pour travail. Alors, l'aéroport a devenu une place très importante de voyant les images. Ensuite, nous avons utilisé les médias sociaux aussi. Ensuite, enfin, avec tous les efforts, nous avons utilisé les idées des défensoras communitarias. C'est pas juste dans les affaires de recherche. OK, qu'est-ce que vous voulez? OK, d'accord. Mais les images, le tag phrase, nous allons dire, what was it? C'est nous sommes tous ensemble. Ça, c'est le pitch phrase nous avons utilisé. Et c'est pas moi, c'est pas la vie qui ont créé ça. C'est les femmes qui sont travaillées chaque jour sur cette issue qui ont créé tous. Et je pense que ce projet a changé le moyen que la vie en travailler. Parce que dans les conversations avec les femmes, la vie dit, oh, OK, ça, c'est la première fois que nous avons utilisé les gens pour aider dans un projet. Ça, c'est une raison que c'est très important de parler avec les gens, de comprendre les moyens que les affaires de genre, c'est pas nécessaire la même chose dans tout le monde. Quand on est en Pérou, au Sénégal, le sud de l'Afrique, les difficultés des genres, il y a beaucoup qui ont la même chose, mais il y a beaucoup ensuite qui sont très différents et qui sont très uniques des affaires dans la vie. Pour moi, avec tous les projets, avec les genres généralement, c'est très important de savoir uniquement les différences dans tous les différents sujets. Et dans ce sujet, c'est les defensoras comunitarias qui sont vraiment les plus importants du projet parce que sans les defensoras comunitarias, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. C'est le projet que je veux parler avec tout le monde aujourd'hui. Merci beaucoup, Mariama. Très, très important. Et rien de mieux qu'une étude de cas, d'un cas concret pour fixer les connaissances et permettre de visualiser ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Pour rappel de HCD, j'essaie de prendre en compte les personnes qui nous ont rejoints et qui peut-être sont novices ou profanes dans la discussion ou dans le design. Le HCD, c'est cette approche Human-Centered Design qui met l'utilisateur au centre du processus, mais aussi au centre de la recherche. Donc, tout ce qui va être fait des entretiens, de la co-création, de la mise en place d'une interface, tout va être décidé et tout va être fait en collaboration avec les utilisateurs de cette solution, de cette future solution-là. Donc, merci beaucoup, Mariama. Pour la troisième et dernière partie de ce webinaire, ce sera ma contribution par rapport aux informations que vous avez partagées et nos expériences et apprentissages en matière de genre.
sous le prisme en matière de recherche et de design, sous le prisme du genre. Je partagerai également quelques conseils et apprentissages. Alors, pourquoi on en parle? Tout d'abord, nous tenons cette discussion car les études que nous avons menées jusque-là nous interpellent souvent sur les manières de faire et de penser des hommes et des femmes, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Nigeria ou en RDC. Mais aussi nous pousse à nous questionner sur notre posture en tant que chercheur, en tant que créatif. Le plus souvent, ce sont des projets en santé sexuelle reproductive qui sont des sujets qui ne sont pas forcément discutés, abordés sur la place publique dans beaucoup de sociétés africaines et qui nous challengent là-dessus. Ces projets nous challengent sur comment aborder ces sujets-là et quelle posture avoir quand on a ce type de sujet, généralement. Par ailleurs, nous recevons aussi des demandes de plus en plus croissantes de la part des porteurs de projets, des clients, d'avoir dans l'équipe de recherche une experte genre, d'inclure une analyse de genre dans la recherche, dans les documents ou dans les livrables qu'on va faire, ou bien d'appliquer une approche transformatrice du genre. Approche dont nous parlerons dans les prochaines slides. En outre, le débat sur le genre comme paradigme importé et donc il faudrait repenser, et merci beaucoup à Madame Wama d'avoir apporté cet éclaircissement-là, un paradigme importé et donc il faudrait repenser, contextualiser, s'impose à nous en tant que chercheur, en tant que créatif, en tant que designer. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'existence ou l'inexistence, je dirais, d'articles dans nos langues locales. Par exemple, en Wolof ou en Serer, par exemple, en Wolof ou en Serer, il n'y a pas de le ou la. Et je citerai Madame Rokhaya Fall, que j'ai entendu développer ça dans une conférence il y a 2 jours. Nous n'avons pas de genre, mais des réalités hommes-femmes. Alors, avant d'apporter des éléments de réponse, j'aimerais cette fois-ci donner l'occasion à l'assistance aux participants de pouvoir interagir avec nous et donc de nous donner des réponses et on va essayer de lire certaines réponses qui ont été données par rapport à la question sur la différence entre le sexe et le genre, mais aussi par rapport à cette question-là. Marilyn, Gloria, pour nous lire certaines réponses. Oh. Bonjour, les questions sont ouvertes? Oui, les questions sont ouvertes. Oui. Merci. Les réponses plutôt à la question qui est posée. Désolé, hein, c'était à mon niveau, la question a été mal posée, donc je suis désolé. C'est pour ça que vous avez répondu comme ça. Merci beaucoup pour la belle présentation que vous avez faite. Je ne suis pas surpris venant de vous parce qu'on sait vraiment tout le travail que vous abattez derrière et toutes les formes de campagne de sensibilisation que vous faites pour vulgariser cette science qui est l'UX design, qui est l'UX rechercheur et beaucoup de branches qui sortent de cette science-là, qui est encore mal connue en Afrique et qui est encore mal adoptée par nos infrastructures, nos États, nos entreprises. Et je pense que le travail, il reste beaucoup de choses à faire. On a besoin de militantes comme vous. On a besoin de personnes qualifiées, compétentes, qui peuvent apporter une réelle valeur ajoutée dans les projets. Voilà. Donc, je suis fier de vous en même temps. Maintenant, une question que je voudrais poser, c'est... Excusez-moi, je dois me présenter. Moi, c'est Babacar Anato. Je suis expert en UI UX design à Bamtou Technologies au Sénégal. Voilà. Donc, je voudrais avoir votre réponse par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de projet où on sent vraiment que le genre a pesé sur ce projet-là? Très bonne question. C'est l'objet de mon propos sur les slides à venir. Donc, merci d'avoir posé la question. On va présenter un certain nombre de projets
où le genre a été important, où le genre a été décisif pour pouvoir apporter des innovations ou créer des solutions inclusives, pardon. Donc, merci beaucoup, Babacar, d'avoir apporté votre contribution. Pourquoi inclure une analyse de genre dans un projet? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi il est important de prendre en compte le genre ou d'inclure une analyse de genre dans un projet de design, dans un projet d'innovation? Oui, Ouli, on a une première réponse de Camille qui dit que car si on n'y pense pas de manière explicite, le masculin sera par défaut adopté. Très intéressant, merci beaucoup Camille. D'autres réponses? Vous pouvez prendre la parole pour partager votre réponse avec nous. N'hésitez pas. En attendant, on va avancer. Vous pouvez toujours lever la main et ma collègue Gloria vous autorisera à activer votre micro ou juste mettre votre réponse ou votre question dans le chat. Alors, le premier élément de réponse qu'on peut apporter par rapport à l'importance de porter les lunettes du genre dans le HCD, c'est que le genre est une problématique transversale. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, elle se greffe et traverse les grandes thématiques du design, à savoir l'agritech, la fintech, la santé majoritairement, ici, et l'éducation. Cette illustration est une liste non exhaustive de projets menés ou en cours à YOUX, et ceux avec le code couleur violet, comme vous pouvez le voir, sont les projets où les relations hommes-femmes ou la condition des femmes est un facteur clé dans la recherche. Il y a 2 ans, pour une étude en hygiène menstruelle, et je rejoins le propos de Madame Ella qui disait qu'il était important pour les designers, les créatifs de porter ces lunettes du genre-là et d'avoir des personnes chargées du genre. Il y a 2 ans, nous avons fait une étude sur l'hygiène menstruelle. Nous n'avons fait des interviews qu'avec des jeunes femmes menstruées pour comprendre leur usage et leurs besoins pendant les règles. Donc, exclusivement des filles, parce que nous étions dit, c'est une affaire de femmes. On va interviewer que des femmes pour comprendre comment elles gèrent leurs règles, excluant de facto les hommes ou les papas, les maris dans ce cercle-là. Il y a quelques mois, par contre, dans l'étude qu'on a bouclée sur la gestion des règles toujours, les profils interviewés se sont élargis aux maris et aux papas qui sont considérés ici comme des influenceurs, mais dont le point de vue est important dans la recherche car faisant partie du schéma de la gestion des règles, comme je viens tantôt de le dire. Ainsi, nous avons fait des interviews avec des utilisateurs directs, c'est-à-dire les jeunes filles, à savoir les femmes, et des utilisateurs indirects, mais pouvant impacter le choix de la cible principale. Et cela nous a permis de voir que la prise en charge des règles est aussi l'affaire des hommes, qui, parfois, sont ceux qui donnent l'argent pour l'achat des serviettes hygiéniques à leurs filles, à leurs sœurs ou à leurs femmes, ou sont chargés d'aller acheter ces serviettes-là. Ou même, on a aussi discuté avec des boutiquiers, des vendeurs, et souvent, les vendeurs dans les quartiers, c'est des boutiquiers hommes, et les jeunes filles sont souvent amenées à aller acheter des serviettes là-bas. Donc, voilà un premier cas de l'importance d'une analyse de genre dans le design. Deuxième élément de réponse de l'importance de l'analyse de genre, d'une analyse de genre d'une analyse de genre, elle permet d'avoir une solution inclusive. Elle permet d'aller au-delà des généralités. Je m'explique. Lorsqu'on applique l'analyse de genre dans un projet, les cibles ne sont plus perçues comme un ensemble d'utilisateurs, mais des hommes et des femmes, des jeunes filles et des jeunes garçons avec une socialisation distincte, vivant dans une organisation culturelle avec des rôles assignés et des pouvoirs conférés. Les femmes doivent faire ceci, les hommes doivent faire cela. Et ces rôles-là sont différents selon qu'on soit à Dakar ou à Kaolack, selon qu'on soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, selon qu'on soit au Nigeria ou en Afrique du Sud. Un exemple de réalité sociale et d'impact de la digitalisation.
Chez mes cousins les Peuls, le troupeau est un bien appartenant au chef de famille et aux enfants par extension. Mais le lait est considéré, je cite, comme une affaire de femme. Cependant, les richesses provenant du lait reviennent dans la famille, c'est-à-dire que ces richesses-là ne sont plus exclusives à la femme, mais sont partagées avec le mari, les enfants et toute la maisonnée. Lorsqu'un projet de digitalisation du mode de paiement des fournisseurs de lait a été lancé au nord du Sénégal, les femmes ont eu une carte magnétique pour leur paiement et sont devenues les seuls gestionnaires des revenus de ce lait-là. Donc, ces richesses-là, il n'y avait qu'elles qui pouvaient aller récupérer cette carte, aller récupérer le paiement à la fin du mois ou après chaque 2 semaines. Mais les cartes ont été designées de telle manière qu'elles n'étaient pas exclusives et qu'une autre personne pouvait la prendre et aller récupérer, aller encaisser l'argent qui s'y trouvait. Donc, les maris ont pris ces cartes-là à l'insu de leurs femmes et sont partis encaisser ou avaient tendance à aller encaisser l'argent du lait dans l'entreprise, donc chez le gestionnaire de compte. Et des histoires sont suivies avec l'entreprise. Non, ils n'avaient pas le droit, c'est mon lait, c'est moi qui l'ai vendu, c'est moi qui fais tout le travail. Cet exemple montre les risques encourus dans un projet où une analyse de genre était pertinente pour contourner les risques, ce facteur-là de socialement, le lait est l'affaire des femmes, mais les richesses sont partagées. Et ce projet est venu rendre cette richesse-là exclusivement aux femmes. La faible utilisation du digital chez les femmes en Afrique est aussi une question et remet en question l'inclusivité des solutions qui leur sont proposées. Une application comme Werwi s'est inspirée du fait que les jeunes filles au Sénégal ont appris à calculer leur cycle en traçant une ligne horizontale sur leur carnet et en marquant les différents moments de leur cycle au fur et à mesure, alors que les applications qu'ils utilisaient proposaient une présentation en forme de cercle du cycle. L'une des raisons qui d'ailleurs les poussait à désinstaller leur application de suivi des règles au bout d'un moment, parce qu'elles ne comprenaient pas et n'arrivaient pas à suivre ou à distinguer les différents moments du cycle. Cela peut paraître banal, mais c'est la prise en compte de ces préférences-là ou de ces aptitudes-là qui font qu'une solution est adoptée et est inclusive. Une conception inclusive passe aussi par une connaissance du comportement digital des hommes et des femmes qui est nécessaire pour arriver à des produits adaptés. Ne penser qu'un homme est un substitut pour tout le monde et appliquer un masculin par défaut, comme l'a annoncé tout à l'heure Camille, est un risque qu'il faut éviter et se remettre en question quand on fait une recherche ou du design. Se dire, est-ce que ce travail qu'on fait là, est-ce que les hommes et les femmes sont pris en compte de la manière dont il se doit? L'analyse du genre aide à éviter les risques et créer des opportunités d'innovation. Un autre exemple, je vais avancer un peu. Alors, ici, c'est une illustration du comportement digitaux, des comportements digitaux de jeunes filles et de jeunes garçons. Ces deux parcours utilisateurs sont ceux des filles à droite et des garçons à gauche, en vacances, je précise, parce qu'en année scolaire, ce comportement-là est tout à fait différent. Cette étude-là a été menée en interne à UX. Les activités sont quasi similaires, comme vous pouvez le voir, mais ce qui est intéressant ici, c'est les heures d'utilisation des téléphones et des applications. Elles ne sont absolument pas les mêmes et plusieurs raisons. Parmi celles-ci, les filles ont des obligations dans la maison et ne sont surveillées et sont plus surveillées lorsqu'elles sont sur le téléphone.
Donc, ce qui explique qu'elles ont tendance à se connecter plus tôt avant le réveil de la maisonnée. Elles vont poser le téléphone pendant des heures et des heures parce qu'elles sont occupées à faire des travaux ménagers, alors que les garçons ont plus la latitude d'utiliser le téléphone à n'importe quelle heure, d'aller faire d'autres activités à l'extérieur et de revenir être sur le téléphone. Et pourtant, dans le discours, ce que nous avons remarqué dans cette étude-là, certains adolescents pensent qu'il n'y a pas de différence dans les comportements. Et ça, c'est un retour qu'on a eu des jeunes adolescents à Dakar et au Nigeria. Tandis que certains adolescents ont indiqué qu'il y avait bien une différence dans le comportement des filles et des garçons. Ce qui pose un peu le problème de parler pour l'autre quand l'utilisateur, on ne laisse pas l'utilisateur s'exprimer et qu'on demande à une autre personne ou une personne extérieure de s'exprimer pour l'utilisateur. Et c'est ce genre de biais-là qu'on peut avoir. Pardon. 3 points sont importants à souligner lorsqu'on fait de la recherche et qu'on est soucieux de prendre en compte le genre. Et au fur et à mesure, je réponds à la question de M. Babacar. Le choix du profil des utilisateurs. Souvent dans les recherches, c'est moitié homme, moitié femme. Choix qui, la plupart, est fait de manière mécanique pour garantir une égalité entre les sexes. Mais est-ce que cela est toujours pertinent? Un bon contre-exemple, j'en discutais la dernière fois avec Camille, c'est ce projet d'agriculture où le client voulait à tout prix interviewer des femmes agricultrices, alors qu'il n'y en avait pas sur ce terrain-là. Et les guides, les ressources qui étaient préparées, les guides de recherche déjà élaborés, n'ont pas pris en compte ce type de profil-là et n'ont pas prévu des questions à poser à des femmes ou à des femmes agricultrices. Donc, le point ici, c'est qu'il ne faut pas forcer à parler, il ne faut pas forcer des cibles ou des utilisateurs qui ne sont pas pour autant parfois pertinents à interviewer dans un projet de recherche ou dans un projet de design. Un autre exemple, c'est dans la FinTech. On note que les femmes ne sont pas très présentes dans ce secteur-là. Donc, dans le cadre d'une recherche, est-ce qu'on parle seulement à des hommes quand il s'agit de finances, d'investissement, sachant que la non-présence doit aussi être analysée. La non-présence des femmes dans ce secteur-là doit aussi être analysée. Donc, intégrer certains profils de femmes en fonction de la pertinence du nombre qu'on va ajouter ou pas serait un moyen d'intégrer une analyse de genre dans ces projets de FinTech-là. Intégrer le genre, c'est aussi pouvoir recueillir des informations non filtrées et minimiser, voire éliminer les biais de genre comme l'influence de la société. Et pour cela, le chercheur doit être capable de créer un espace sûr pour l'utilisateur. Ceci est particulièrement valable pour les femmes, car d'après nos expériences, des études qu'on a faites, les hommes sont plus à l'aise. Nous avons remarqué que les hommes sont plus à l'aise à discuter dans des endroits publics, à faire un entretien dans les cours des maisonnées ou juste sur la route. Alors que des études que nous avons menées jusque-là, lorsqu'il s'agit de sujets sensibles comme la contraception et par extension la sexualité, il est nécessaire que la personne soit dans un environnement de confiance et soit à l'aise. S'il faut aussi lui rappeler qu'elle peut retirer des propos à tout moment, rappeler le chercheur et lui dire « j'avais dit telle et telle chose, je retire mes propos, je ne veux pas que ça soit publié, je ne veux pas que ça soit analysé ». La personne, on peut donner aussi la possibilité à la personne de refuser qu'on la prenne en photo. Souvent, vous voyez dans nos slides AYUX, on présente des photos dans nos résultats, nos présentations. Ce qu'il y a derrière, c'est qu'à chaque fois, avant de prendre ces photos-là, on demande une autorisation de la participante. Soit elle refuse qu'on la prenne en photo, soit elle accepte qu'on la prenne en photo, mais de profil ou de dos. Donc, c'est des choses à prendre en compte quand on fait de la recherche.
La participante peut aussi refuser qu'on enregistre dans le cas où l'enquêteur veut enregistrer la discussion pour le transcrire plus tard. Il faut aussi savoir réadapter ces outils si le besoin se fait sentir. Cela fait peur parfois d'apporter du changement dans les pratiques, les processus, dans un système qui marche déjà. Mais intégrer efficacement le genre requiert une grande flexibilité et s'attacher à ce que les outils de recherche ne reproduisent pas les biais de genre. On peut parfois changer et utiliser plusieurs méthodes de recrutement si les profils de l'étude sont difficiles à trouver en passant par les canaux existants, et ça, nous l'avons expérimenté à YOUX. Avoir plusieurs guides de discussion en fonction des profils afin de ne pas poser des questions généralisées ou masculins par défaut, masculinisés par défaut dans ces guides-là. Changer le format des entretiens s'il le faut pour qu'ils soient plus interactifs et engageants. Et dans une logique de démocratisation, former les utilisateurs et les accompagner à appliquer le Human-Centered Design par eux-mêmes. Alors, deux participants ont levé la main. Vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Sinon, je peux donner la parole à une participante et avancer vite fait. Gloria? Oui, dans ce cas, Fadila, vous avez la parole. Et Babacar, vous pouvez laisser votre question dans le chat. Oui, bonjour. En fait, c'était pas pour poser une question. Au passage, je te salue, Oli. Je suis très contente de participer à ce webinaire, c'est très intéressant. Bref, du coup, tout à l'heure, tu parlais de créer un espace sûr pour les utilisateurs. C'est très important, en fait, surtout je vais pas généraliser pour dire en Afrique, mais voilà, on habite dans une société dans laquelle la parole de la femme est parfois très régulée, très très contrôlée en fait par le mari ou l'homme, en fonction que ce soit une femme mariée ou pas. Donc c'est vrai que c'est très important parfois, l'anonymat déjà, c'est la première des choses. Si c'est une étude qui peut prendre en compte cela, c'est très important, voilà, de prendre l'anonymat en compte. Et sinon, si par exemple, tu avais donné l'exemple de, je crois, par rapport à c'est soit c'était un sujet qui était assez sensible, assez intime. Dans ce cas-là, par exemple, le mieux, ça serait de vraiment pas poser certaines questions, de faire un entretien séparé, en fait, entre l'homme et la femme, soit le mari et la femme, parce que c'est vrai que en présence du mari ou de l'homme, l'échange va beaucoup changer, en fait, en fonction de si le mari est présent ou pas. Donc, la femme, elle peut plus se sentir en confiance si il y a certains thèmes qui sont abordés entre femmes. Et voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et merci. Effectivement, merci beaucoup Fadila. Merci, et je suis très heureuse d'entendre ta contribution. Effectivement, tu as soulevé un point important, c'est le fait que pour les sujets sensibles, que les femmes puissent se confier ou parler à des femmes. Et ça, à YOUX, on attache une importance particulière. C'est pour ça dans les recherches sur la santé sexuelle et reproductive dans la team, on met que des femmes et peut-être un garçon de la team pour que si on a des influenceurs hommes, le mari, le papa ou des influenceurs en dehors du cercle familial, que ce chercheur homme-là puisse poser ou discuter avec ces hommes-là. Mais pour les femmes, on attache vraiment l'importance à ce que ce soit des femmes qui discutent avec elles pour qu'elles puissent libérer la parole et parler ouvertement. Donc, merci beaucoup pour ta contribution. Gloria, on avance ou tu prends une autre intervention? Je pense qu'on va avancer et on prendra l'intervention de Babacar après. D'accord. Alors,
Les tips et outils pratiques pour une conception intégrale dans le genre, liste non exhaustive, mais qu'on tient quand même à partager avec vous. Sur le court terme, le conseil qu'on peut donner aux chercheurs UX et aux designers, c'est déjà de commencer par s'interroger sur la possibilité qu'ils reproduisent des biais de genre en appliquant, sans qu'ils ne s'en rendent compte, le masculin par défaut, c'est-à-dire penser pour les hommes, penser en tant qu'homme ou penser dans un format masculin. Je vais citer un peu le livre de Caroline Perez, Invisible Woman. Et le titre de ce livre-là, c'est Un monde designé par les hommes. Et je vous suggère fortement on va partager ces ressources après dans le mail. Elia va s'en charger, Inch'Allah. Un exemple très parlant de masculin par défaut, c'est la manière dont les voitures sont testées. Le mannequin qui est utilisé dans les tests de voitures, c'est un mannequin qui a la taille, la corpulence et la morphologie d'un homme. Ce qui fait que ces voitures ne sont pas adaptées aux femmes et qu'en cas d'accident, les femmes sont plus susceptibles d'avoir des blessures graves et même plus facilement avoir des accidents qui peuvent causer la mort. Les chercheurs et les designers peuvent aussi adopter un décentrement par rapport à leur propre croyance. Le décentrement, je le définis, c'est le fait de prendre distance d'avec soi, ses repères, ses convictions, sa vision du monde pour aller à la rencontre des convictions des autres. Il est aussi important d'être empathique. Et ce que j'ajouterais ici, c'est qu'une ouverture d'esprit est importante, par exemple, quand on va discuter de menstruation, de contraception et par extension de sexualité. Et que le chercheur, malgré ses convictions et ses croyances, doit pouvoir adopter une posture qui lui permet de recueillir ces informations-là, qui ne seront pas filtrées, car ils sont importants pour des solutions, pour des solutions inclusives. Un autre point, c'est que les femmes et les hommes n'ont pas toujours les mêmes heures d'accès au téléphone, le même degré de confidentialité. On l'a vu avec le parcours du jeune garçon et de la jeune fille. Le même degré de confidentialité, c'est que les filles sont plus surveillées sur leur téléphone que les garçons. N'aiment pas aussi les mêmes couleurs ou le même look and feel sur les applications et n'aiment pas aussi la même disponibilité. Dans ce cas-là, est-ce que le créatif prend ou tente de prendre en compte ces questions lorsqu'il crée une interface? Et je pose ces questions pour vraiment apporter une remise en question ou mettre les graines d'une remise en question et d'une analyse de genre dans votre réflexion, dans votre méthode de réflexion. Comment créer une solution neutre que tout le monde utilise en Afrique et qui a une implication pour le design? Ça aussi, c'est une question que je vous pose aux chercheurs et aux designers et vous pouvez répondre dans le chat. Alors, sur le long terme, nous suggérons deux approches très proches du HCD et surtout qui lui sont complémentaires. Ces deux outils, ce sont des outils émergents qui peuvent aider le chercheur à développer des compétences approfondies sur le sujet. Il cherche à mieux impliquer, il s'agit du Social Behavioral Science, le changement de comportements sociaux et de normes sociales. Il fait référence aux activités ou aux interventions qui cherchent à comprendre et à faciliter le changement des comportements, des normes sociales et des déterminants environnementaux. Les sciences du comportement nous enseignent que l'interaction entre le contexte et nos particularités psychologiques peut avoir des effets surprenants. Également, les connaissances issues de la science du comportement nous permettent d'anticiper et de prendre en compte les facteurs qui influencent notre comportement. Et enfin, concernant le Social and Behavioral Science,
Excusez-moi. Voilà. Concernant le changement social et comportemental, il vise à responsabiliser les individus et les communautés et à abaisser les barrières structurelles qui empêchent les gens d'adopter des pratiques positives et les sociétés de devenir plus équitables, inclusives, cohésives et pacifiques. Elle vise aussi une équité entre les sexes et une inclusion sociale. Cette approche garantit l'attention portée sur l'équité, l'inclusion des voix marginalisées à chaque phase du processus. Le genre fait partie des principaux domaines d'opportunité du Social and Behavioral Science. L'autre approche, c'est le Gender Transformative Approach, l'approche transformatrice du genre, qui est aussi un moyen de remise en question des normes de genre, de promotion des positions d'influence sociale et politique pour les femmes au sein des communautés et de remédier aux inégalités de pouvoir entre les personnes de sexe différents. Les approches transformatrices du genre se déclinent sous forme de programmes et d'interventions qui passent par la reconnaissance des inégalités de genre, la considération des besoins spécifiques des hommes et des femmes et le traitement des causes des inégalités fondées sur le genre et efforts de transformation des rôles, normes et rapports de force, qui offrent aux individus la possibilité de remettre activement en question et de pouvoir activement en question les normes de genre, de promouvoir des positions d'influence, mais aussi de remédier aux inégalités de pouvoir entre les personnes de sexe différents. Ces approches peuvent quand même être challengées car ils font partie de politiques internationales qui sont apportées, suggérées, mais qui ne sont pas forcément contextualisées et qu'en tant que chercheurs, nous devons apprendre à contextualiser, à critiquer pour en tirer la meilleure stratégie pour l'Afrique, pour les sociétés africaines et pour les hommes et les femmes. Alors, pour des ressources complémentaires, nous avons listé ici quelques ressources sur le développement de connaissances en matière de recherche et de conception. C'est le carré à gauche. Ainsi que sur la question du genre en Afrique, le carré à droite. En ce qui concerne les connaissances en matière de recherche et de conception, nous disposons de notre académie, YUX, qui proposera dans les mois à venir une série de webinaires, comme l'a présenté Gloria, et des études de cas, mais aussi des formations. Nous avons identifié 2 centres de formation supplémentaires sur le continent, la D-School Africa, basée en Afrique du Sud, et l'African Design School au Bénin. En tant que praticien UX, il est également essentiel d'apprendre des communautés et voici quelques communautés avec lesquelles nous sommes associés par le passé. Il s'agit du UX Ghana, de Pixel qui est notre partenaire pour ce webinaire aujourd'hui, de Dear Designers, de UX Kitchen, de UX Salon, entre autres. Pour les connaissances sur le genre en Afrique, des ressources comme Gender Innovation Lab, de Interagency Gender Working Group, le Gender in Action, le genre en action, sont de bonnes ressources qui peuvent aider à avoir plus d'informations sur l'analyse de genre, sur la question du genre en Afrique. Cette liste n'étant pas exhaustive, nous vous encourageons à nous faire part de vos suggestions dans la boîte de commentaires de ressources que nous pouvons utiliser dans le futur. Alors, merci beaucoup. Ceci marque la fin de ma présentation et le début des questions-réponses. Gloria, Marilène. Merci beaucoup, Oulu. Nous allons déjà commencer par recevoir la contribution de Boubacar. Et les autres qui souhaitent poser des questions, vous pouvez juste lever la main, s'il vous plaît, ou encore mettre vos questions dans le chat. Merci. Juste après, Boubacar, il y aura la question que Sadir a posée dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oulimata. C'était fantastique. Là, j'ai beaucoup appris en quelques minutes ce que je devais faire des jours et des jours de recherche. Vraiment, c'est formidable de pouvoir participer à ces webinaires. Et j'espère que ça se fera plus fréquemment, Inch'Allah.
Gloria. Félicitations pour le travail de recherche que vous avez fait. Oui, nous y travaillons. À toute votre équipe plutôt, pas seulement à Oulimata. En fait, Gloria, pourquoi j'ai levé la main pour participer? Parce que j'ai été confronté à un moment donné à ces questions de genre, et j'avoue que je ne les vois pas trop en fait au cours des projets que j'ai eu à réaliser. Mais j'ai eu une prise de conscience lorsqu'un jour, lors d'un atelier avec des partenaires, donc c'était pour un projet d'une application, d'une solution de santé. Donc là, les partenaires, on devait discuter autour d'une table avec des acteurs qui sont sur le terrain, et sur notre personnel, on avait deux dames. Donc du coup, nous avons remarqué, moi personnellement, j'ai remarqué que voilà, pour recueillir les données, lorsque nous sommes partis sur le terrain avec l'équipe, 80% des personnes interviewées, ce sont des hommes. Je posais la question, pourquoi les femmes ne participent pas trop à ce genre d'activités? Pourquoi elles ne répondent pas trop aux questions? Pourquoi elles ne se sentent pas concernées? Alors qu'en réalité, cette maladie dont nous étions en train de trouver une solution, 75% affectaient les femmes entre 40 ans et 75 ans. Donc là, c'était une vraie question. Et on sait tous qu'aujourd'hui, en ce qui concerne le Sénégal, les hommes sont beaucoup plus technologiques. Je parle de la moyenne d'âge entre 50 ans et vers 90 ans. Ce sont les hommes qui sont beaucoup plus technologiques que nos mamans, que nos vieilles mamans. Donc ça, c'était une question essentielle à poser pour ne pas fausser l'étude et ne pas biaiser mes convictions. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? C'était la question est revenue sur la table lorsqu'on devait choisir des avatars. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais pour choisir un avatar, beaucoup penchent vers un avatar masculin. C'est presque automatique, alors qu'en réalité, il faut bien choisir notre avatar parce que ça compte. Ça compte sur le message que nous voulons faire passer. Ça compte aussi sur quand on veut appliquer des solutions intuitives. Voilà, quand on veut aussi attirer l'attention, quand on veut aussi impliquer la personne dont nous ciblons, il faut bien faire le choix des icônes, des avatars que nous choisissons, mais aussi des images illustratives que nous mettons dans nos solutions. Et pour ma part, c'était quelque chose de vraiment pertinente qui m'a poussé à faire des recherches par rapport au genre qui est appliqué à la conception UX, aux recherches UX, mais aussi de bien revoir aussi la psychologie cognitive pour comprendre les femmes. En tant qu'homme, c'était pas évident de comprendre comment vous interagissez avec votre environnement, comment vous prenez les choses et quelle est la réaction que vous avez lorsque vous prenez une nouvelle solution entre vos mains. Quelle est la prise de main, comment ça se passe? Voilà. Donc, c'était ça ma contribution. Et bon, si vous avez des idées par rapport au choix des figures, des avatars, des icônes, mais aussi lors des enquêtes sur le terrain, comment faire participer, comment leur faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est vrai que la technologie n'est pas comme en Europe, ici en Afrique, mais que les femmes sont concernées. D'ailleurs, même parfois, c'est elles qui te disent, va voir mon mari, va voir mon, elle a dit, c'est mon jëkkër, c'est-à-dire que c'est comme si elles avaient un plafond de verre qui les empêche de s'exprimer, de se libérer. Et c'est comme si on leur avait dit, vous n'avez pas le droit d'utiliser certaines... Voilà, vous n'avez pas votre mot à dire ou bien vous n'êtes pas destiné à utiliser des applications, des solutions technologiques. Alors, en réalité, la technologie, c'est pour libéraliser la parole, libéraliser les expressions. Merci. Merci beaucoup, Babacar. Très, très intéressant. Et je pense qu'on peut, concernant les avatars et le design, Daniel, notre senior UX, UI designer, est là. Daniel Loco, tu peux taper sur LinkedIn. Je pense qu'il peut être une bonne ressource pour toi dans tes projets futurs. N'hésite pas aussi à nous contacter et Elia va partager les ressources qu'on a par rapport à la question du genre. Merci beaucoup, Babacar. Une autre question avant qu'on clôture cette discussion. Oui, il y avait une question de Sadir dans le chat.
Il dit, Hello Oli, j'ai une question. Comment le design peut-il contribuer à la sensibilisation et à la compréhension des questions liées à la diversité du genre? Mhm. Madame Wama, est-ce que vous êtes là? J'ai lu que sur le chat que Maya devait partir pour un autre call. Non, non, je pense que Madame Wama aussi s'est retirée. Ok. C'est un problème de connexion. Mhm. Est-ce que tu peux répéter la question, Marilyn, s'il te plaît? Oui, mais je pense que Sadir a levé la main, donc Oui, s'il peut Sadir. donner plus d'explications. Mhm. Hello, vous m'entendez? Oui. Ok. Merci Ouli pour la présentation. Donc c'est Sadir Aboubakr de Luca. Mhm. Vraiment, ça a été une très bonne présentation et vous avez exposé comment peut-être le genre peut être utilisé comme un outil puissant pour promouvoir l'égalité Mhm. et l'inclusion en fait. Donc, Mhm. donc merci pour cette information. Donc la question c'était Mhm. juste à savoir bon comment donc pour reformuler comment le design peut-il influencer peut-être la manière donc Mhm. dont les genres sont perçus quoi et représentés dans la société en fait. Mhm. Comment le design peut aider à rendre inclusif le... Non. Comment le design peut aider à diminuer les inégalités de genre dans la société? C'est ça la Oui, question, ouais, c'est ça. si j'ai Voilà, bien comment compris. il peut influencer au fait quoi entre le Mhm. design parce qu'en fin de compte le genre et le design ne sont pas des entités distinctes, quoi. Donc, mais plutôt Mhm. des forces interdépendantes, donc qui Mhm. peuvent façonner notre société donc, de manière positive. Mhm. Ouais. Donc, raison pour laquelle je voudrais tellement savoir sur cette question. Donc, comment le design en tant que tel, Mhm. donc, peut-il influencer la manière donc, dont les genres sont perçus dans la société et Mhm. comment même cette identité de genre-là est représentée quoi, dans la société. Mhm. Ouais. Déjà, l'approche human-centered design a une grosse influence sur la prise en compte des inégalités de genre, de la question du genre. Quand on parle de mettre les utilisateurs au cœur de la recherche, les utilisateurs, c'est des hommes et des femmes. Donc, on ne va pas seulement parler à des hommes ou parler à des femmes, mais on va essayer de comprendre ces hommes-là et ces femmes-là, leur perception, de le prendre en compte dans les solutions qu'on met en place. Donc, déjà, qu'il s'agisse de la santé, par exemple, nous avons fait beaucoup de projets en santé ces derniers mois-là. Un exemple que je peux donner, c'est sur la zéro séparation, ou plutôt, oui, sur la zéro séparation. Là, sur cette approche-là, la zéro séparation, c'est le fait de ne pas séparer la mère de son enfant à la naissance. Et dans ce projet-là, dans ces workshops-là qu'on a eu à faire, on n'a pas seulement étudié la posture de la mère ou ce qu'on peut faire pour la mère, mais aussi voir comment on peut intégrer le papa dans ce processus-là et donc de l'intégrer dans ce travail-là, de ne pas séparer le bébé de la maman dès la naissance. Donc, le papa peut soit aider à prendre en charge ou à faire le kangourou, à prendre en charge le bébé pendant que peut-être la maman est en soins intensifs ou pendant que la maman fait ses soins médicaux. Et on peut voir ici que le design aide à diminuer, diminuer, je veux dire, les inégalités de genre. Ok, Ouli, merci.
Merci pour la réponse. Merci Sadiq, merci Ouli. Alors, on a une autre question dans le chat alors, je dis que c'est iPhone. Je voulais faire la formation. Quelles sont les modalités? Que vous pouvez juste prendre la parole pour nous dire de quelle formation vous parlez? Et si c'est la formation en UX Research, vous aurez toutes les informations possibles sur nos comptes, sur nos réseaux sociaux dès que la cohorte sera lancée. Bonjour tout le monde. C'est Ibrahim. Bonjour. Bonjour, Ulysse. Vous avez fait une magnifique présentation. Voilà, je voulais savoir quelles sont les modalités à faire pour s'inscrire à UX. Oui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Les modalités pour s'inscrire à la UX Academy dépendent des cohortes. Et restez à l'écoute, vous aurez très bientôt toutes les informations sur nos réseaux sociaux. Je vous laisserai également dans le chat le mail de la UX Academy. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez nous contacter. D'accord. Merci. Merci, oui. Alors, Babacar qui demande y a-t-il des articles et des œuvres écrites sur le genre et la recherche UX? Oui, j'en ai cité un. C'est celui de Madame Perez sur qui s'appelle Invisible Woman, les biais de genre et le fait que la société est designée pour les hommes. Il y en a d'autres aussi qu'on va partager dans le mail de wrap-up que Elia va envoyer, ainsi que l'enregistrement de cette présentation-là, de ce webinaire. N'hésitez pas aussi à consulter la page UX Design pour avoir un aperçu de projets qui ont déjà été faits. OK. Merci, Ouli. Il y a Tamsir qui veut savoir si UX est basé au Bénin. Tu veux répondre à cette question, Maria? Oui, alors, théoriquement, UX est une entreprise panafricaine, donc basée dans plusieurs pays en Afrique. Donc, si votre question est de savoir s'il y a des équipes de UX au Bénin, la réponse est oui, notamment moi. Et donc, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous avez des questions spécifiques. Voilà. Et à consulter notre site web également. Oui, Babacar? Oui, merci. En fait, Olimata, moi, je pensais vraiment que, je ne sais pas comment on peut organiser ça, mais d'organiser vraiment, voilà, un forum de l'UX Research, que tous les professionnels, mais aussi ceux qui sont passionnés pourront aussi participer par inscription qu'on l'organise à Dakar, que ça soit une date dans l'année, qui est une date retenue pour que tous les UX chercheurs de l'Afrique de l'Ouest francophone aussi, on peut l'offrir à l'Afrique tout entière, de venir à Dakar pour 3 jours de session et de partager par rapport à l'évolution et aussi à l'intégration de cette pratique pour les entreprises, mais aussi pour tous les politiques, programmes qui sont mis en place dans nos continents. Parce que j'en ai vu une fois en France, j'ai participé à ce genre de forum-là et c'était vraiment exceptionnel de pouvoir se retrouver et partager autour des questions concernant ce point. Et pourquoi pas en Afrique? Pourquoi pas nous, on n'essaie pas aujourd'hui de prendre en main les choses, de définir parce qu'on a nos réalités, on a nos politiques, on a notre tradition et nos cultures, de redéfinir toute cette science-là par rapport à la vision africano-africaine. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Après, ça peut être une perspective d'avenir pour la vulgarisation des genres et UX. Je suis fière de vous dire que UX fait ce genre d'événement. Le plus grand événement que UX a fait en ce sens-là a été en 2020, le Design IO Dakar, qui a regroupé toute la communauté UX designer créatif du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest, je vais dire.
On a aussi organisé un meet-up il n'y a pas longtemps au Sohamon où on a invité aussi la communauté de designers sénégalais à venir échanger. On avait aussi invité il y avait aussi la présence de clients avec lesquels on a eu à travailler, mais aussi de designers et de designers d'entreprises UX qui font la même chose que nous et qui sont basés au Sénégal. Donc, on fait ce genre d'événements-là souvent. Et je vais le répéter encore, mais n'hésitez pas à nous suivre pour être au courant de l'organisation de ces événements. Mais oui, c'est très intéressant votre contribution. Merci. On fait aussi des événements avec les communautés. Par exemple, on a fait un au Kenya avec UX Kitchen. Il y a 1 ou 2 mois, on en a fait aussi un au Ghana avec UX Ghana, un meet-up qu'on a organisé. Donc, nous organisons plein d'événements avec les communautés ou même ici à Dakar. Donc, n'hésitez pas, comme Oulia l'a dit, à nous suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir être au courant de ce que nous faisons. Merci beaucoup. Super. Je pense que nous arrivons à la fin du temps imparti. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires que vous souhaitez partager avec nous? Alors, il y a ce commente cette question de Sarah. Merci pour ce magnifique partage. Je salue l'initiative maintenant. J'aimerais savoir comment UX compte régler le problème de la fracture numérique au niveau des zones rurales pour que les femmes puissent bénéficier des plateformes créées. La question n'est pas finie, mais on comprend un peu la question, le sens de la question. Alors, les initiatives, souvent, c'est des projets qu'on nous demande de faire en rapport avec cela. Et l'un des projets que nous avons fait dans ce cadre-là, c'est un projet avec Orange où on a fait de la recherche en zone rurale sur des profils illettrés pour comprendre leur comportement digital, mais aussi comprendre comment ils utilisent les applications et qu'est-ce qui faciliterait leur utilisation d'outils digitaux qu'ils utilisent tous les jours. Et le principal enseignement qu'on a eu de cette étude-là, c'est qu'au Sénégal, on est attaché à tout ce qui est oral. Je pense que c'est pour ça que WhatsApp marche beaucoup ici. On n'aime pas quand il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup d'écriture sur les plateformes digitales. Donc, nos recommandations par rapport à la fracture numérique, c'était d'ajouter moins de texte dans les solutions digitales que nous proposons aux populations qui sont moins lettrées et qui sont dans des zones reculées où le réseau parfois n'est pas très stable, d'éviter les contenus lourds, mais aussi de favoriser le vocal au lieu de mettre beaucoup de textes ou des étapes très longues qui peuvent les décourager et les pousser à ne plus utiliser ces solutions-là. Donc, ceci est un exemple de projet qu'on a fait et qui visait à diminuer la fracture numérique au niveau des zones rurales. J'espère avoir répondu à ta question, Mada. Je te salue aussi. Merci beaucoup. Je pense que oui. Oui. Alors, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de ce webinaire. Merci beaucoup aux participants. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir interagi avec nous. Gloria, je te laisse clôturer. Oui, merci beaucoup, Oulimata, pour ce temps de partage. Merci à vous aussi, chers participants, d'être restés jusqu'à la fin. Et merci pour votre contribution diverse.
N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester au courant de nos actualités. Et j'ai envie de vous dire rendez-vous au prochain webinaire sur le design et l'éducation.